Hallo Leute, aujourd'hui, les souffrances du jeune Werther vont vous être contées par Pomme, une lectrice du site littérature-audio.com, qui ont accepté de me prêter leurs audios. Alors, bonne écoute. « 15 août. Il est pourtant vrai que rien dans le monde ne nous rend nécessaires aux autres comme l'affection que nous avons pour eux. Je sens que Charlotte serait fâchée de me perdre, et les enfants n'ont d'autre idée que celle de me voir toujours revenir le lendemain. J'étais allée aujourd'hui accorder le clavecin de Charlotte. Je n'ai jamais pu y parvenir, car tous ces espiègles me tourmentaient pour avoir un compte, et Charlotte elle-même décida qu'il fallait les satisfaire. Je leur distribuais leur goûter. Ils acceptent maintenant leur pain aussi volontiers de moi que de Charlotte. Je leur contais ensuite la merveilleuse histoire de la princesse servie par des mains enchantées. J'apprends beaucoup à cela, je t'assure, et je suis étonnée de l'impression que ces récits produisent sur les enfants. S'il m'arrive d'inventer un incident et de l'oublier quand je répète le conte, il s'écrie aussitôt « C'était autrement la première fois !» Si bien que je m'exerce maintenant à leur réciter chaque histoire comme un chapelet, avec les mêmes inflexions de voix, les mêmes cadences, et sans y rien changer. J'ai vu par là qu'un auteur qui, à une seconde édition, fait des changements à un ouvrage d'imagination, nuit nécessairement à son livre, l'eût-il rendu réellement meilleur. La première impression nous trouve docile, et l'homme est fait de telle sorte qu'on peut lui persuader les choses les plus extraordinaires. Mais aussi, quand il a accepté une chose, quand il se l'est bien gravée dans la tête, malheur à celui qui voudrait l'effacer et la détruire. 18 août. Pourquoi faut-il que ce qui fait la félicité de l'homme devienne aussi la source de son malheur ? Cette ardente sensibilité de mon cœur pour la nature et la vie, qui m'inondait de tant de volupté, qui du monde autour de moi faisait un paradis, me devient maintenant un insupportable bourreau, un mauvais génie qui me poursuit en tout lieu. Lorsqu'autrefois, du haut du rocher, je contemplais, par-delà le fleuve, la fertile vallée jusqu'à la chaîne de ses collines, que je voyais tout germer et sourdre autour de moi, que je regardais ces montagnes couvertes de grands arbres touffus depuis leurs pieds jusqu'à la cime, ces vallées ombragées dans tous leurs creux de petits bosquets riants, et comme la tranquille rivière coulait entre les roseaux agités et réfléchissait le léger nuage que le doux vent du soir promenait sur le ciel en le balançant, qu'alors j'entendais les oiseaux animer autour de moi la forêt, que je voyais des millions d'essaims de moucherons danser gaiement dans le dernier rayon rouge du soleil, dont le dernier regard mourant délivrait et faisait sortir de l'herbe le hanneton bourdonnant, que le bruissement et l'activité autour de moi rappelaient mon attention sur mon rocher, et que la mousse qui arrache à la pierre sa nourriture, et le genêt qui croît le long de l'aride colline de sable m'indiquaient cette vie intérieure, mystérieuse, toujours active, toujours puissante, qui anime la nature. Comme je faisais entrer tout cela dans mon cœur. Je me sentais comme déifiée par ce torrent qui me traversait, et les majestueuses formes du monde infini vivaient et se mouvaient dans mon âme. Je me voyais environnée d'énormes montagnes. Des précipices étaient devant moi, et des rivières d'orage s'y plongeaient. Des fleuves coulaient sous mes pieds, et je voyais, dans les profondeurs de la terre, agir et réagir toutes les forces impénétrables qui créent, et fourmiller sous la terre et sous le ciel les innombrables races des êtres vivants. Tout est peuplé sous 1000 formes différentes,
Et puis les hommes, dans leur petite maison, iront se confortant et se faisant illusion les uns aux autres, et régneront en idée sur le vaste univers. Pauvre insensé, qui croit tout si peu de choses, parce que tu es si petit. Depuis les montagnes inaccessibles du désert, qu'aucun pied ne toucha, jusqu'au bout de l'océan inconnu, souffle l'esprit de celui qui crée éternellement. Et ce souffle réjouit chaque atome qui le sent et qui le vit. Ah, pour lors, combien de fois j'ai désiré, porter sur les ailes de la grue qui passait sur ma tête, voler au rivage de la mer immense, boire la vie à la coupe écumante de l'infini, et seulement un instant, sentir dans l'étroite capacité de mon sein une goutte des délices de l'être qui produit tout en lui-même et par lui-même. Mon ami, je n'ai plus que le souvenir de ces heures pour me soulager un peu. Même les efforts que je fais pour me rappeler et rendre ces inexprimables sentiments, en élevant mon âme au-dessus d'elle-même, me font doublement sentir le tourment de la situation où je suis maintenant. Un rideau funeste s'est tiré devant moi, et le spectacle de la vie infinie s'est métamorphosé pour moi en un tombeau éternellement ouvert. Peut-on dire « cela est quand tout passe », quand tout, avec la vitesse d'un éclair, roule et passe, quand chaque être conserve si peu de temps la quantité d'existence qu'il a en lui, et est entraîné dans le torrent, submergé, écrasé sur les rochers. Il n'y a point d'instant qui ne te dévore, toi et les tiens. Point d'instant que tu ne sois, que tu ne doives être un destructeur. La plus innocente promenade coûte la vie à 1000 pauvres insectes. Un seul de tes pas détruit le pénible ouvrage des fourmis et foule un petit monde dans le tombeau. Ah, ce ne sont pas vos grandes et rares catastrophes, ces inondations, ces tremblements de terre qui engloutissent vos villes qui me touchent. Ce qui me mine le cœur, c'est cette force dévorante qui est cachée dans toute la nature, qui ne produit rien qui ne détruise ce qui l'environne et ne se détruise soi-même. C'est ainsi que j'erre plein de tourments. Ciel, terre, forces actives qui m'environnent, je ne vois rien dans tout cela qu'un monstre, toujours dévorant et toujours affamé. 21 août. Vainement je tends mes bras vers elle le matin lorsque je m'éveille d'un pénible rêve. En vain la nuit, je la cherche à mes côtés, lorsqu'un songe heureux et pur m'a trompé, que j'ai cru que j'étais auprès d'elle sur la prairie et que je tenais sa main et la couvrais de 1000 baisers. Ah, lorsque, encore à demi dans l'ivresse du sommeil, je la cherche et là-dessus me réveille, un torrent de larmes s'échappe de mon cœur, et je pleure, désolé du sombre avenir qui est devant moi. Que je suis à plaindre, Wilhelm. J'ai perdu tout ressort, et je suis tombé dans un abattement qui ne m'empêche pas d'être inquiet et agité. Je ne puis rester oisif, et cependant je ne puis rien faire. Je n'ai aucune imagination, aucune sensibilité pour la nature, et les livres m'inspirent du dégoût. Quand nous nous manquons à nous-mêmes, tout nous manque. Je te le jure, 100 fois j'ai désiré être un ouvrier, afin d'avoir, le matin en me levant, une perspective, un travail, une espérance. J'envie souvent le sort d'Albert, que je vois enfoncer jusqu'aux yeux dans les parchemins, et je me figure que si j'étais à sa place, je me trouverais heureux. L'idée m'est déjà venue quelquefois de t'écrire et d'écrire au ministre pour demander cette place près de l'ambassade, que, selon toi, on ne me refuserait pas. Je le crois aussi. Le ministre m'a depuis longtemps témoigné de l'affection et m'a souvent engagé à me vouer à quelque emploi. Il y a telle heure où j'y suis disposé. Mais ensuite, quand je réfléchis et que je viens à penser à la fable du cheval,
qui, las de sa liberté, se laisse sceller et brider, et que l'on accable de coups et de fatigues, je ne sais plus que résoudre. Eh, mon ami, ce désir de changer de situation ne vient-il pas d'une inquiétude intérieure qui me suivra partout ? 28 août. En vérité, si ma maladie était susceptible de guérison, mes bons amis en viendraient à bout. C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma naissance, et de grand matin, je reçois un petit paquet de la part d'Albert. La première chose qui frappe mes yeux en l'ouvrant, c'est un nœud de ruban rose que Charlotte avait au sein lorsque je la vis pour la première fois, et que je lui avais souvent demandé depuis. Il y avait aussi 2 petits volumes en 12. C'était l'Homère de Wettstein, édition que j'avais tant de fois désirée, pour ne pas me charger de celle d'Ernesti à la promenade. Tu vois comme ils préviennent mes vœux, comme ils ont ces petites attentions de l'amitié, 1000 fois plus précieuses que de magnifiques présents par lesquels la vanité de celui qui les fait nous humilie. Je baise ce nœud 1000 fois, et dans chaque baiser, j'aspire et je savoure le souvenir des délices dont me comblèrent ces jours si peu nombreux, si rapides, si irréparables. Cher Wilhelm, il n'est que trop vrai, et je n'en murmure pas, oui, les fleurs de la vie ne sont que des fantômes. Combien se fanent sans laisser la moindre trace ? Combien peu donnent des fruits ? Et combien peu de ces fruits parviennent à leur maturité ? Et pourtant, il y en a encore assez. Et même, oh mon ami, pouvons-nous voir des fruits mûrs et les dédaigner et les laisser pourrir sans en jouir ? Adieu, l'été est magnifique. Je m'établis souvent sous les arbres du verger de Charlotte. Au moyen d'une longue perche, j'abats les poires les plus élevées. Elle est au pied de l'arbre et les reçoit à mesure que je les lui jette. 30 août. Malheureux, n'es-tu pas en démence ? Ne te trompes-tu pas toi-même ? Qu'attends-tu de cette passion frénétique et sans terme ? Je n'adresse plus de vœux qu'à elle seule. Mon imagination ne m'offre plus d'autre forme que la sienne, et de tout ce qui m'environne au monde, je n'aperçois plus que ce qui a quelque rapport avec elle. C'est ainsi que je me procure quelques heures fortunées, jusqu'à ce que, de nouveau, je sois forcé de m'arracher d'elle. Ah, Wilhelm, où m'emporte souvent mon cœur. Quand j'ai passé, assise à ses côtés, 2 ou 3 heures à me repaître de sa figure, de son maintien, de l'expression céleste de ses paroles, que peu à peu tous mes sens s'embrasent, que mes yeux s'obscurcissent, qu'à peine j'entends encore, et qu'il me prend un serrement à la gorge, comme si j'avais là la main d'un meurtrier. Qu'alors mon cœur, par de rapides battements, cherche à donner du jeu à mes sens suffoqués, et ne fait qu'augmenter leur trouble. Mon ami, je ne sais souvent pas si j'existe encore. Et si la douleur ne prend pas le dessus, et que Charlotte ne m'accorde pas la misérable consolation de pleurer sur ma main et de dissiper ainsi le serrement de mon cœur. Alors, il faut que je m'éloigne, que je fuis, que j'aille errer dans les champs, grimper sur quelque montagne escarpée, me frayer une route à travers une forêt sans chemin, à travers les haies qui me blessent, à travers les épines qui me déchirent. Voilà mes joies. Alors je me trouve un peu mieux, un peu. Et quand, accablé de fatigue et de soif, je me vois forcé de suspendre ma course, que dans une forêt solitaire, au milieu de la nuit, au rayon de la lune, je m'assieds sur un tronc tortueux pour soulager un instant mes pieds déchirés, et que je m'endors au crépuscule d'un sommeil fatigant. Oh, mon ami, une cellule solitaire, le cilice et la ceinture épineuse seraient des soulagements après lesquels mon âme aspire. Adieu. Je ne vois à tant de souffrance d'autre terme que le tombeau.
3 septembre. Il faut partir. Je te remercie, mon ami, d'avoir fixé ma résolution chancelante. Voilà 15 jours que je médite le projet de la quitter. Il faut décidément partir. Elle est encore une fois à la ville, chez une amie, et Albert... Et il faut partir. 10 septembre. Quelle nuit, Wilhelm! À présent, je puis tout surmonter. Je ne la verrai plus. Oh, que ne puis-je voler à ton cou, mon bon ami, et t'exprimer par mes transports et par des torrents de larmes tous les sentiments qui bouleversent mon cœur. Me voici seule, j'ai peine à prendre mon haleine, je cherche à me calmer. J'attends le matin, et au matin les chevaux seront à ma porte. Ah, elle dort d'un sommeil tranquille, et ne pense pas qu'elle ne me reverra jamais. Je m'en suis arrachée. Et pendant 2 heures d'entretien, j'ai eu assez de force pour ne point trahir mon projet. Et Dieu, quel entretien! Albert m'avait promis de se trouver au jardin avec Charlotte, aussitôt après le souper. J'étais sur la terrasse, sous les hauts marronniers, et je regardais le soleil que, pour la dernière fois, je voyais se coucher au-delà de la riante vallée et se réfléchir dans le fleuve qui coulait tranquillement. Je m'étais si souvent trouvée à la même place avec elle. Nous avions tant de fois contemplé ensemble ce magnifique spectacle. Et maintenant, j'allais et venais dans cette allée que j'aimais tant. Un attrait sympathique m'y avait si souvent amené, avant même que je connusse Charlotte. Et quel délice lorsque nous nous découvrîmes réciproquement notre inclination pour ce site, le plus enchanté que j'ai jamais vu. Oui, c'est vraiment un des sites les plus admirables que jamais l'art ait créé. D'abord, entre les marronniers, on a la plus belle vue. Mais je me rappelle, je crois, d'avoir déjà fait cette description. Je t'ai parlé de cette allée où l'on se trouve emprisonné par des murailles de charmilles, de cette allée qui s'obscurcit insensiblement à mesure qu'on approche d'un bosquet à travers lequel elle passe, et qui finit par aboutir à une petite enceinte où l'on éprouve le sentiment de la solitude. Je sens encore le saisissement qui me prit lorsque, par un soleil de midi, j'y entrai pour la première fois. J'eus un pressentiment vague de félicité et de douleur. J'étais depuis une demi-heure livrée aux douces et cruelles pensées de l'instant qui nous séparait de celui qui nous réunirait, lorsque je les entendis monter sur la terrasse. Je courus au-devant d'eux, je lui pris la main avec un saisissement et je la baisai. Alors la lune commençait à paraître derrière les buissons des collines. Tout en parlant, nous nous approchions insensiblement du cabinet sombre. Charlotte y entra et s'assit. Albert se plaça auprès d'elle et moi de l'autre côté. Mais mon agitation ne me permit pas de rester en place. Je me levai, je me mis devant elle, fis quelques tours et me rassis. J'étais dans un état violent. Elle nous fit remarquer le bel effet de la lune qui, à l'extrémité de la charmille, éclairait toute la terrasse. Coup d'œil superbe, et d'autant plus frappant que nous étions environnés d'une obscurité profonde. Nous gardâmes quelque temps le silence. Elle le rompit par ces mots. « Jamais, non, jamais je ne me promène au clair de lune que je ne me rappelle mes parents qui sont décédés, que je ne sois frappée du sentiment de la mort et de l'avenir. Nous renaîtrons, continua-t-elle d'une voix qui exprimait un vif mouvement du cœur. Mais, vers tard, nous retrouverons-nous? Nous reconnaîtrons-nous? Qu'en pensez-vous? Que dites-vous, Charlotte? Répondis-je en lui tendant la main et sentant mes larmes couler. Nous nous reverrons, et cette vie et en l'autre, nous nous reverrons. Je ne pus en dire davantage. Wilhelm, fallait-il qu'elle me fît une semblable question au moment même où je portais dans mon sein une si cruelle séparation? Ces chers amis que nous avons perdus, continua-t-elle, savent-ils quelque chose de nous? Ont-ils le sentiment de
tout ce que nous éprouvons lorsque nous nous rappelons leur mémoire? Ah, l'image de ma mère est toujours devant mes yeux, lorsque le soir je suis assise tranquillement au milieu de ses enfants, au milieu de mes enfants, et qu'ils sont là autour de moi comme ils étaient autour d'elle. Avec ardeur, je lève au ciel mes yeux mouillés de larmes. Je voudrais que du ciel elle pût regarder un instant comme je lui tiens la parole que je lui donnais à sa dernière heure, d'être la mère de ses enfants. Je m'écrie 100 et 100 fois « Pardonne, chère mère, si je ne suis pas pour eux ce que tu fus toi-même. » Hélas, je fais tout ce que je puis. Ils sont vêtus, nourris, et ce qui est plus encore, ils sont choyés, chéris. Âme chère et bienheureuse, que ne peux-tu voir notre union? Quelles actions de grâce tu rendrais à ce Dieu à qui tu demandas, en versant des larmes amères, le bonheur de tes enfants? Elle a dit cela, Wilhelm. Qui peut répéter ce qu'elle a dit? Comment de froid caractère pourrait-il rendre ces effusions de tendresse et de génie? Albert, l'interrompant avec douceur, « Cela vous affecte trop, Charlotte. Je sais combien ces idées vous sont chères, mais je vous prie… » « Oh, Albert, interrompit-elle, je sais que vous n'avez pas oublié ces soirées où nous étions assis ensemble autour de la petite table ronde lorsque mon père était en voyage et que nous avions envoyé coucher les enfants. Vous apportiez souvent un bon livre, mais rarement il vous arrivait de nous en lire quelque chose. L'entretien de cette belle âme n'était-il pas préférable à tout? Quelle femme, belle, douce, enjouée et toujours active! Dieu connaît les larmes que je verse souvent dans mon lit en m'humiliant devant lui, pour qu'il daigne me rendre semblable à ma mère. « Charlotte !» m'écriai-je en me jetant à ses pieds et lui prenant la main que je baignais de mes larmes. « Charlotte, que la bénédiction du ciel repose sur toi, ainsi que l'esprit de ta mère. »« Si vous l'aviez connue, me dit-elle en me serrant la main, elle était digne d'être connue de vous. » Je crus que j'allais m'anéantir. Jamais mot plus grand, plus glorieux n'a été prononcé sur moi. Elle poursuivit. Et cette femme a vu la mort l'enlever à la fleur de son âge, lorsque le dernier de ses fils n'avait pas encore 6 mois. Sa maladie ne fut pas longue. Elle était calme, résignée. Ses enfants seuls lui faisaient de la peine, et surtout le petit. Lorsqu'elle sentit venir sa fin, elle me dit « Amène-les-moi ». Je les conduisis dans sa chambre. Les plus jeunes ne connaissaient pas encore la perte qu'ils allaient faire. Les autres étaient consternés. Je les vois encore autour de son lit. Elle leva les mains et pria sur eux. Elle les baisa les uns après les autres, les renvoya et me dit « Sois leur mère ». J'en fis le serment. « Tu me promets beaucoup, ma fille, me dit-elle, le cœur d'une mère, l'œil d'une mère. Tu sens ce que c'est? Les larmes de reconnaissance que je t'ai vu verser tant de fois m'en assurent. Aie l'un et l'autre pour tes frères et tes sœurs, et pour ton père la foi et l'obéissance d'une épouse. Tu seras sa consolation. » Elle demanda à le voir. Il était sorti pour nous cacher la douleur insupportable qu'il sentait. Le pauvre homme était déchiré. « Albert, vous étiez dans la chambre. » Elle entendit quelqu'un marcher, elle demanda qui c'était et vous fit approcher près d'elle. Comme elle nous regarda l'un et l'autre, dans la consolante pensée que nous serions heureux ensemble. Albert la saisit dans ses bras et l'embrassa en s'écriant « Nous le sommes, nous le serons !» Le flegmatique Albert était tout hors de lui, et moi, je ne me reconnaissais plus. « Werthar, reprit-elle, cette femme n'est plus. Dieu, quand je pense comme on se laisse enlever ce qu'on a de plus cher dans la vie, et personne ne le sent aussi vivement que les enfants. Longtemps encore après, les nôtres se plaignaient que les hommes noirs avaient emporté maman. » Elle se leva.
Je n'étais plus à moi. Je restais assis et retenais sa main. « Il faut rentrer, dit-elle, il est temps. » Elle voulait retirer sa main. Je la retins avec plus de force. « Nous nous reverrons, m'écriai-je. Nous nous reverrons. Sous quelque forme que ce puisse être, nous nous reconnaîtrons. Je vais vous quitter, continuai-je. Je vous quitte de mon propre gré. Mais si je promettais que ce fût pour toujours, je ne tiendrais pas mon serment. Adieu, Charlotte. Adieu, Albert. Nous nous reverrons. Demain, je pense, dit-elle en souriant. Je sentis ce demain. Ah, elle ne savait pas lorsqu'elle retirait sa main de la mienne. Ils descendirent l'allée. Je les suivis de l'œil au clair de la lune. Je me jetai à terre en sanglotant. Je me relevai, je courus sur la terrasse. Je regardai en bas et je vis encore, à la porte du jardin, sa robe blanche brillait dans l'ombre des grands tilleuls. J'étendis les bras et tout disparut.